Alors, Luc, c'est moi, Luc Allard. Avec les cheveux de plus en plus longs, c'est le COVID-19, on est en 2020. On va parler un peu de l'examen vert. Alors, allons-y pour les choix de réponse. On a ici un fameux 3,2 périodique. On se rappelle que lorsque c'est périodique, ça veut dire que les décimales se répètent, ce sont les mêmes, et c'est donc une fraction qui est quelque part cachée. Par exemple, si vous prenez 2 neuvièmes, c'est une fraction, et ça va donner 0,2 périodique. Parfait. Ben ici, évidemment, c'est pas 2 neuvièmes, en fait, c'est 29 neuvièmes. Si vous faites 29 divisé par 9, ça va bel et bien donner 3,2 périodique, comme ceci. Alors, allons voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Puisque ce nombre à la lettre A correspond au quotient de deux entiers, oui, c'est vrai que 29 et 9, ce sont des entiers. Alors la réponse, 3,2 périodique, est un nombre entier. Aïe aïe, ouch. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un nombre entier. Puisque ce nombre possède un développement décimal illimité, c'est un nombre irrationnel, comme pi. Non, c'est pas un nombre irrationnel, parce que les nombres irrationnels, les décimales se répètent jamais. Donc, ça aussi, c'est faux. La vraie réponse en passant, c'est celle-là ici, c'est D. Puisque le développement est périodique, alors ça veut dire que c'est un nombre rationnel. Donc, c'est un nombre qui est élément de Q. Les fractions, c'est Q. Lui ici, je l'aime pas trop en passant. Il y a peut-être des élèves qui ont répondu C, ce qui n'est pas complètement stupide. Ça dit, ça n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers. C'est vrai que 3,2 périodique, ce n'est pas un nombre entier. Hein? Un nombre entier, ça veut dire Z. Par exemple, moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, plus 2, plus 3, 0 aussi fait partie de Z. Mais c'est le début de la phrase qui est un peu bizarre. Ça dit, puisque c'est un nombre positif, il n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers. Oui, c'est vrai qu'il appartient pas au nombre entier, 3,2 périodique, mais c'est pas parce qu'il est positif. C'est parce que, évidemment, il n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers parce que le développement décimal ici, 3,22222, ben, évidemment, on est plus dans le monde merveilleux des nombres rationnels et des fractions. Voilà, c'est assez parlé là, pour la question 1. On s'en va à la question 2. Un enseignant de mathématiques de troisième secondaire demande à ses élèves le temps consacré pour l'évaluation et pour l'étude, la préparation, je devrais dire, à l'évaluation. Ben évidemment, pour calculer la moyenne, tout ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le milieu de la classe. Donc ici, ça serait 1 fois 12 plus 3 fois 10. Puis je peux le faire pendant que je vous parle. 1 fois 12, ça fait 12. 3 fois 10, ça fait 30. Ensuite, ici, plus 5 fois 10, on est rendu donc à 50. Plus ensuite 7 fois 6, ce qui fait 42. Et finalement, plus 9 fois 2, ce qui fait 18. Ça fait un total de 152. Et il faut bien sûr diviser par 40, qui est l'effectif total. Et la réponse va donc être 3,8 pour la moyenne. C'est donc B. La réponse, on l'accueille ici. C'était D et c'était B. Et on s'en va tout de suite à la question suivante. À la question suivante. Ah, attention les élèves ici. Il y a des élèves qui font des folies, là. Lorsqu'on multiplie, on a le droit d'additionner les exposants. Donc, 10 à la 1000 fois 10 à la 2000, ça fait 10, pas 100. 10 à la 3000. Malheureusement, à cause de 100 ici, c'est pas bon. L'autre ici, on multiplie, donc ça va faire racine de 10 à la 400, parce que je viens d'additionner les exposants. Parfait. Racine de 10 à la 400, ça veut dire 10 à la 400 à la 1 demi. C'est super, n'est-ce pas? Parce que 1 demi fois 400, ça fait donc 10 à la 200. Non plus, ce n'est pas 10 à la 20. Ça va pas bien nos affaires. Ici, on a 10 à la 100 fois 100 à la 2.
Ouais, on n'a pas la même base ni le même exposant. Mais en passant, c'est pas la fin du monde. Hein? 10 à la 100, puis au lieu d'écrire 100, je vais écrire 10 à la 2. Bien sûr, il reste encore le à la 2 qui est ici, comme ceci. Le tout, bien sûr, à la 3. Alors, on y arrive, ça fait 10 à la 100 fois 10 à la 2 à la 2, ce qui fait donc 10 à la 4. 10 à la 100 fois 10 à la 4 à la 3, ce qui va donner 10 à la 104 à la 3, ce qui va donc donner 10 à la 3 fois 104, comme 312. Mais ce n'est pas 314, c'est 312 qu'il fallait écrire. Finalement, 10 à la 400 divisé par, et au lieu d'écrire 100, je vais écrire 10 à la 2, à la 200. Donc 10 à la 400 divisé par 10 à la 2 fois 200, 400. Ben, ça fait 10 à la 400 moins 400, ce qui fait 10 à la 0, ce qui fait bel et bien 1, c'était toi la réponse. Voilà. On s'en va à la question numéro 4. Du petit Pythagore, je le sens, je le vois. Alors peut-être que je pourrais mettre la lettre X ici et commencer en écrivant X à la 2 plus 22 à la 2 égale 36 à la 2. On est vraiment dans le triangle rectangle numéro 1 ici. Alors, ça va nous donner un petit calcul et je vous trouve une réponse, moi, de racine de 812. Voilà, mètres. Puis ceux qui veulent l'avoir à peu près en nombre à virgule, pas de souci, pas de tracas. Ça fait 28,50 environ, comme ceci, mètres. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien. On pourrait se servir maintenant d'un autre triangle rectangle ici. Puis, on va pouvoir trouver une réponse aussi. Ça va donner racine de 175 ici. Je fais ça un petit peu rapidement, mais c'est racine de 175. Et racine de 175, ça va donner environ 13,23. Donc ici, environ 13,23 mètres. Alors, ça ici, toi, là, combien tu mesures? Ben, il suffit de faire 65 moins le 13,23 et moins le 28,50. Et ça va donner 23,27. Donc, toi ici, c'est 23,27 mètres. Puis toi ici, ben, c'est 22 moins 15 qui fait 7 mètres. Donc, il reste un Pythagore ultime, un Pythagore final, mettant en vedette 23,27, mettant en vedette 7. Et lorsqu'on fait la racine carrée de ça, ça donne 24,30. Est-ce qu'il est dans les choix de réponse? Oui, il est ici. On est content, on est fou comme un balai. Donc, la réponse était A. Ici, ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, la location d'autobus sera répartie équitablement entre toutes les personnes. Ça sent la variation inverse. Plus il y a de monde, moins ça coûte cher en location d'autobus. Et pour vérifier que c'est une variation inverse, bien sûr qu'on pourrait se faire un joli graphique. Hop, hop, mettre tous les points. Genre ici, ce serait nombre de personnes. Puis ici, ce serait le prix par personne. Oui, on pourrait faire ça et on aurait des points qui descendraient vraiment comme ça. C'est le parfum de la variation inverse. Je vous rappelle que lorsqu'on multiplie une fonction variation inverse, ça donne toujours la même réponse. Donc, quand je fais 8 fois 331, ça fait 2648. 2648. Une dernière fois, 16 fois 165,5, 2648. Et donc, la règle, ça serait Y est égal à 2648. Ça coûte donc bien cher, ou un autobus divisé par X, le nombre de personnes. Aïe aïe, j'espère que c'est un autobus de luxe, avec bouffe, air climatisé, et tous les films que vous pouvez écouter dedans. Donc, 25 personnes allaient prendre l'autobus. Évidemment, c'est le nombre de personnes, c'est X. Il suffit de faire 2648 divisé par le nombre de personnes, qui est 25. Et ça donne une facture totale
par personne de 105,92. Et on s'en va ici. Et ça, en passant, c'est le chapitre 8. C'est celle-là, si on est en 2020, qu'on n'a pas faite. Parce que on a manqué un peu d'école. Mais quand même, je me sentirais même pas coupable de le demander. On veut savoir c'est quoi la probabilité d'atteindre la partie grise. Alors, ce que je vous aurais enseigné à l'école, ben, il suffit de faire l'aire de la partie grise divisé par l'aire totale. C'est vraiment ça le principe. L'aire de la cible elle est ici, en gris, divisé par l'aire totale. Et ça donne la probabilité de gagner au jeu. Alors, c'est pas un très très compliqué. Le segment DF est 3 fois plus long que le segment CF. Donc, ici, je pourrais écrire X et ici, je pourrais écrire 3X parce qu'il est 3 fois plus long, le segment DF, que le segment CF. Et le segment A2, lui, il est 2 fois plus long, donc je vais écrire 2X. Alors, c'est quoi l'aire de la cible? C'est quoi l'aire de mon triangle ici, là, qui est un peu magané en rose et en gris? Ben, l'aire du triangle, ou l'aire de ce qui est en gris, c'est tout simplement 2x fois 3x, comme base fois hauteur, mais il faut diviser, évidemment, par 2. Alors, ça va donner, si j'annule les deux, ça va donner 3x2. Ça, c'est l'aire de la partie en gris. Puis l'aire totale, l'aire du rectangle, l'aire totale, c'est 2x fois, en tout, 4x. Hein? 3x plus 1x, ça fait 4x. Donc, 2x fois 4x, ce qui va donner 8x2. Donc, finalement, l'aire en gris, 3x2, l'aire totale, 8x2. On réalise qu'on peut annuler les x2 en passant. Il y a 3 chances sur 8. Donc, le 3/8e, c'est la probabilité d'obtenir la zone grise. Alors, c'était la réponse qui était A ici. Alors, c'est la fin de la vidéo pour les 6 choix de réponse. Et on poursuit bientôt. Ah, je suis de retour. Tiens. Et la question 7 aussi, elle est de retour. 7, 8, 9, et on poursuit la petite correction. Ici, clairement, le salaire, il dépend du montant des ventes. Donc, dans une table de valeur, là, on pourrait écrire X, là, ça serait le montant des ventes, comme ceci. Et le montant des ventes, bien sûr, c'est en dollars. Puis Y, ben évidemment, c'est le salaire, qu'il est également en dollars. Donc, les dollars dépendent des dollars. Alors, par exemple, si j'ai vendu pour 1050, ça c'est un X, je reçois un salaire de 305, c'est un Y. Et c'est le même principe ici. Avec 850 $ de vente, on a un salaire de 285 $. Donc, si vous trouvez un taux de variation en faisant Y2 moins Y1, oh, je vais avoir des nombres négatifs. C'est pas grave. Ils vont s'annuler, les nombres négatifs. Donc, si vous faites un petit taux de variation, ça devrait donner moins 20 sur moins 200. Ça fait donc un taux de variation de 1 dixième ou de 0,1 $ par dollar. Donc, à chaque fois que la personne vend $1, elle reçoit 0,1 $, 1 dixième de dollar ou bien 10 sous. Parfait. Alors, la règle Y est égale à 0,1x plus B. Ben, en passant, c'est ça la question. D'ailleurs, c'est de trouver la règle. Ben, il suffit de remplacer ton Y. Par exemple, tu pourrais le remplacer par 285, à condition de remplacer ton X par 850, dans le but de trouver B. Et avec un petit peu d'algèbre, tu vas trouver un B de 200. Oui, un petit B de 200. Donc, Y est égal à 1 dixième fois X plus 200. Et c'est pour ça que dans le corrigé, on a la règle ici. 0,1 fois X plus 200. Quoi d'autre? Et qu'est-ce qui se passe de bon en ville? Ah, on a de la géométrie. 2 cylindres sont semblables. Moi, j'ai le goût de les dessiner avant même de continuer à lire la question. Le premier a une hauteur de 2 cm et un rayon de sa base qui mesure 4 cm. Et le deuxième a un volume de 864 pi cm3. Alors, d'après moi, lui, c'est le gros. D'après moi,
c'est le gros. Donc ici, le volume, c'est 864 pi centimètres cubes. Parce qu'on a quand même des gros nombres. Hein. Puis, lui, c'est un tout petit. Alors, il y a une hauteur de 2 cm et un rayon à la base de 4 cm. Bon, mon dessin n'est pas à l'échelle. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je pense que, étant donné qu'ils sont semblables, étant donné qu'ici, on connaît juste le volume, ben, ce serait bien de trouver aussi le volume du petit cylindre en faisant pi R2H. Donc, pi fois le rayon à la 2, donc fois 4 à la 2, fois la hauteur de 2. Ce qui va donner 32 pi centimètres cubes. Donc, pi R2H. Si on compare les volumes, on obtient donc le rapport K exposant 3 des volumes. Alors, on va faire 864 pi divisé par 32 pi, et c'est extraordinaire, les pi vont s'annuler. Donc, 864 divisé par 32 donne un rapport des volumes de 27. Alors lui, là, il est 27 fois plus gros, plus lourd, plus cher, plus pesant. Tu peux mettre 27 fois plus de popcorn dedans. Et tout de suite, quand on a trouvé K3, ben, il suffit de trouver K1, ou juste K, dans le fond, en faisant la racine cubique de 27. On peut aussi écrire K2, 3 à la 2, ça fait 9. Je ne sais pas s'il va être utile, je ne crois pas. En tout cas, lui, il est utile. K vaut 3. Bon, écoutez, ça veut dire que les lignes, ce qui est en une dimension, comme les hauteurs et comme les rayons, c'est 3 fois plus petit ou 3 fois plus gros dans un cylindre que dans l'autre. Donc, on veut la hauteur du deuxième cylindre. On veut la hauteur ici, elle sera 3 fois plus grande que 2. Elle sera donc de 6 cm. Ça tombe bien, hein? C'est ça qui est écrit dans le corrigé. Wow! À la question suivante, une charade mathématique. Alors, 2 à la moins 4 divisé par 2 à la moins 8. Ça, c'est fatigant, hein? Avouez que ça vous gosse. 2 à la moins 4, c'est un petit nombre. Wow! C'est 1 sur 2 à la 4. Puis 2 à la moins 8, c'est un très petit nombre. Hein? C'est 1 sur 2 à la 8. Finalement, ça fait 1 sur 2 à la 4 divisé par 1 sur 2 à la 8. N'oubliez pas que de diviser, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse. Je vais donc multiplier par l'inverse, ça fait 2 à la 8 sur 1. Et bien sûr, ça va donner 8 moins 4, ça va faire 2 à la 4. 2 à la 4 fois x, comme dans 16x. Gang, je n'étais pas obligé de faire tout ça, là. Je n'étais pas obligé de tout écrire ça, là. Je m'amusais, là. Je m'amusais et j'ai eu beaucoup de plaisir. Vous avez juste à soustraire les exposants. Moins 4, moins 8. Ben oui, on a la même base, on peut soustraire les exposants. Moins 4, moins 8. Moins 4, moins 8 fois x, on l'oublie pas le x. Ben, ça fait 2 à la 4, ça fait bien 16. 16x. OK, ensuite, on va accélérer un petit peu. 4x fois 4x, ça fait 16x2. Ici, 4x fois 2, ça fait 8x. Moins 2 fois 4x, moins 8x. Ils vont mourir ensemble, d'ailleurs. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Plus 4, on l'oublie pas. Ça meurt ensemble. Il va donc rester 16x2. Hop, 16x, 16x2. OK, ici, on continue. Racine de 16 fois racine de 16. Ben, ça fait 16. Racine de 16, c'est 4, puis racine de 16, c'est 4. Puis 4 fois 4, ça fait 16. 16, et la racine de x à la 6, ça va faire x à la 3. Bon, on va la voir. Ici, ça va faire 16x à la 4. Je vais vous laisser le regarder. Donc ici, on veut avoir 16x à la 5. Alors, qu'est-ce que je dois mettre pour avoir 16x à la 5? Ben, je dois mettre un 2 parce que 32 divisé par 2, ça fait 16. Et je dois mettre x à la moins 7. Parce que moins 2 moins 7, moins 2 plus 7, ça fait bel et bien 5. Alors, réponse 2x à la moins 7. Ça tombe bien encore une fois. C'est ce qui est dans le corrigé. Et, oh, que vois-je ici? Un intervalle de 17,5 à l'infini. Tout à l'envers. Allons voir la question, elle parle de quoi?
Résous l'inéquation suivante sous forme d'un intervalle. Parfait. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, comme dans moins 6x. Moins 2 fois moins 5, plus 10, doit être plus petit ou égal à moins 25, moins 4x. Parfait, pas de problème avec ça. Je pourrais envoyer un petit plus 4x de chaque côté. Moins 6 plus 4, on va donc avoir moins 2x, plus 10, plus petit ou égal à moins 25. On enlève 10 de chaque côté. Ça va faire moins 2x, plus petit ou égal à moins 35. N'oubliez pas ce qui se passe lorsqu'on divise. Quand le prof a le doigt dans les airs, là, ça c'est quelque chose. Lorsqu'on divise par un nombre négatif, le signe d'inégalité va changer de sens. Et donc, x doit être plus grand ou égal à moins 35 divisé par moins 2, comme plus 17,5. Donc, plus grand ou égal, ça veut dire que x, là, il est élément de cet ensemble ou de cet intervalle. On part à 17,5 puis on n'arrête jamais, d'où l'infini. Oh! On continue, c'est trop le fun! On continue! Trop de plaisir ici! Les copies perdues! Oh, je suis pas sûr qu'on va avoir du plaisir tant que ça, finalement. Bon, je vais un petit peu rétrécir mon écran comme ça. On y va. On se lance. On va aller voir si on est capable de gérer ça. Donc, on a un diagramme de quartile avec 21 élèves. Ça, c'est très important. Par contre, il y a 19 résultats ici parce qu'il en manque 2. Ah! Est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça, moi? Bien sûr que oui. Et après ça, il va falloir trouver la moyenne. Donc, finalement, il va falloir trouver les 2 données manquantes. Une fois qu'on les aura, on va faire la moyenne des 21 données en tout. OK? Donc, allons voir ce que le diagramme de quartile a à nous offrir. Moi, voyez-vous ici, il y a une médiane de 73. OK. Quand j'ai 21 élèves, l'élève au milieu, il y a 73, c'est le 11e élève. C'est celui qui est au milieu lorsque j'ai 21 élèves. OK. Donc, je dois être conscient que le 11e élève doit avoir 73. Présentement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression que c'est mon 10e élève qui a 73. Je suis pas très content. Alors, il y a sûrement un élève que je vais avoir à rajouter quelque part dans la première moitié, puis sûrement un autre élève aussi quelque part dans la deuxième moitié. Parce qu'il faut que ce soit mon 11e élève qui ait 73. OK, parfait. Et si j'ai 11 élèves, si au 11e élève, pardon, j'ai une note de 73, ben ça veut dire que j'ai 10 élèves qui viennent avant. Et là, j'ai vraiment dessiné 2 paquets de 5. Et d'ailleurs, ici, on va avoir Q1. Q1 qui est la moyenne entre le 5e et le 6e élève. Oui, oui, oui. Et j'ai aussi 10 élèves après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore une fois, lorsque je vais faire la moyenne avec ces 2 élèves-là, ça va me donner Q3. Donc, la moyenne du 12, 13, 14, 15, du 16e et du 17e élève. Bon! Pourquoi je fais ça? Ben, parce que Q1, c'est 62. Ah! OK. Puis parce que Q3, c'est 84. Ah! OK, là, je commence à comprendre. On y va pour la réponse, ou presque la réponse. Donc, mon élève le plus faible, il a 57, ça tombe bien, c'est lui. Je l'écris là, comme ça. Parfait. Puis là, je pourrais rajouter des élèves. 58, 58, 58. Pas de problème. 58, 58, 58. Et là, je dois avoir Q1 de 62, mais j'ai 65 ici qui est mon prochain. Mais savez-vous quoi? J'ai pas le choix de le mettre en 6e place. Et qu'est-ce que je dois mettre? À la 5e place, je dois mettre 59. Pourquoi? Parce que si je fais la moyenne entre 59 et 65, ça va exactement me donner 62. Donc, effectivement, il y avait un élève qui manquait dans la première partie, dans la première moitié. Et j'espère que j'ai été clair. Après ça, il y a 66, 68. Après ça, il y a 71 et 72. Et regardez comment ça fonctionne bien. On a nos 10 élèves ici. On a notre 11e élève qui est là. Et là, on recommence après ça. Allons voir qu'est-ce qui se cache.
On a 75, 75, 76, 77, 75, 75, 76, 77. Pas de problème. Et là, on a 89. Mais savez-vous quoi? Je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire là, 89. Parce que je veux avoir Q3 de 84. Et je dois donc écrire ici 79. C'est lui qui manquait. Parce que devinez c'est quoi la moyenne entre 79 et 84? Et 89, pardon. C'est bel et bien le 84. Voilà. Donc, il est là, c'est le 16e élève et sa note était de 79%. Alors, il reste un 89 qu'on va écrire ici, un 90 ici, 92 et 96. Je m'excuse, j'écris petit un peu, j'écris mal, mais j'espère que vous comprenez le principe que finalement les deux élèves perdus, c'était 59 et 79. Il va vous suffire, cher élève, de faire la moyenne de tout ça. Et est-ce qu'il me reste du temps? Alors oui, je vais le faire. 57 plus 58 plus 58 plus 58 plus 59, bien sûr. Plus 65 plus 66 plus 68 plus 71 plus 72 plus 73 plus 75 plus 75 plus 76 plus 77 plus 79, faut pas l'oublier. Plus 89, plus 89, plus 90, plus 92 et plus 96. Le tout divisé par 21. Et ça donne une moyenne de 73,48. Allons voir dans le corrigé. Allons voir 73 ici. Oui, voilà, 73,4. J'aurais préféré 73,5 parce que dans le fond, ici, c'était pas arrondi. C'est 73,48. Ou peut-être que j'ai fait une erreur en pitonnant rapidement. Mais bon, on a quand même les nombres 59 et 79 tels que promis. Bien. Alors, on va se revoir bientôt pour les questions 12, 13, 14, 15 et 16. Ben, tout le monde. Pour la question 12. Oui, je suis de retour. Donc, pour la question 12, on a un enclos rectangulaire. Alors, on ne connaît pas sa longueur ni sa largeur. Mais je vais écrire X ici pour la largeur. Et la longueur doit être 2 mètres de plus que le triple. Donc, ici, je vais écrire 3x plus 2. Donc, le triple, c'est 3x plus 2. Donc, 2 mètres de plus que le triple. Le périmètre de l'enclos, et là, en passant, quand on fait ce genre de questions-là, on identifie vraiment nos variables. X ici, c'est la largeur en mètres. Après ça, on pourrait dire que X, X, c'est élément de R plus avec la petite étoile. Donc, ça peut pas être 0, mais c'est un nombre réel positif. Quand on écrit ça comme ça, c'est toujours bien parti. Puis ensuite, on a le périmètre qui doit être inférieur ou égal à 24. Donc, le périmètre, ça va être 3x plus 2 plus x plus 3x plus 2 plus x. Donc, finalement, on fait le tour comme ça. 3x plus 2 plus x, 3x plus 2 plus x. Alors, ça va faire 8x plus 4 doit être plus petit ou égal à 24. Et donc, 8x doit être plus petit ou égal à 20. Et x doit être plus petit ou égal à 2,5 mètres. Ben, nous, on veut la plus grande aire possible pour le terrain. Donc, on va prendre le plus grand nombre possible, ça va être 2,5. Donc, si vous remplacez x par 2,5, donc le terrain avec l'aire maximale, au lieu d'écrire x, je pourrais écrire 2,5 mètres. Puis au lieu d'écrire 3x plus 2, ben 3 fois 2,5 plus 2, ça fait 9,5 mètres. Donc, c'est pour ça que si on fait 9,5 fois 2,5, ça va donner une aire maximale de 23,75 mètres carrés, tout simplement. Et on poursuit. On poursuit. Bon, d'accord. Le professeur de mathématiques demande d'établir une conjecture. La valeur de x est toujours positive. Un exemple numérique en remplaçant x par 10, il calcule l'aire. Donc, ça rapporte avec l'aire des figures. Puis, on obtient la même réponse. On obtient la même aire. OK. Donc, si on le fait, puis on remplace x par un nombre, ben, ça sera jamais une preuve que c'est la même chose. Mais si on regarde l'algèbre,
ben ici, on voudrait ici démontre que les deux figures ont toujours la même aire, peu importe la valeur de x. Donc, ça va vraiment se faire avec de l'algèbre. Et pas uniquement avec des nombres, mais avec de l'algèbre. Donc, c'est quand même pas si compliqué que ça. Si je prends l'aire ici du trapèze, ben l'aire du trapèze, ça va être quoi? Ça va être grande base, comme 3x plus 4, plus petite base, comme ceci, fois la hauteur, qui est x plus 2. À noter le jeu des parenthèses, il n'est pas à négliger, sur 2. Alors, grande base plus petite base, donc 3x plus 4 plus x, fois la hauteur x plus 2, le tout sur 2. Donc, ça va donner combien ça? 3x plus x, ça va donner 4x plus 4, fois x plus 2, le tout divisé par 2. Alors, un petit peu d'algèbre. 4x fois x, ça va donner 4x2. 4x fois 2, ça fait 8x. 4 fois x, ça fait 4x. Et finalement, 4 fois 2, 8, le tout divisé par 2. On va donc obtenir, lorsqu'on fait 4x2, on laisse comme ça. 8 et 4, ça fait 12x, plus 8, le tout divisé par 2. Alors, ça va donner 2x2 plus 6x plus 4. Le tout, ce sont des unités carrées. Donc, 2x2 plus 6x plus 4. Et quand on va voir dans le corrigé, on réalise que c'est ça qui est là ici. 2x2 plus 6x plus 4. Ça va être la même chose pour l'autre. L'autre, c'est le parallélogramme. Et en passant, c'est plus facile. L'aire ici, pour le parallélogramme, ben, c'est tout simplement base fois hauteur. Donc, c'est x plus 1 fois 2x plus 4. Comme ceci. Oh boy, 2x plus 4. Alors, ça va faire x fois 2x qui fait 2x2, plus x fois 4, 4x, plus 1 fois 2x, 2x, et finalement plus 4, comme dans 1 fois 4. Ben, vous voyez que ça va donner la même chose. Ça va donner 2x2 plus 6x plus 4, unité carrée. Donc, c'est la même expression algébrique. Peu importe si on est au pays des trapèzes ou au pays du parallélogramme. On est rendu à la question 14. Des solides semblables. Celle-là, elle est vraiment, oh my god, elle est vraiment très abstraite. C'est vraiment, tu sais, c'est pas une question à laquelle tu penses quand tu vas à l'épicerie. On est vraiment dans les lois des exposants. Alors, une des arêtes mesure 2 à 5 B4 et l'autre arête mesure 4 à 8 B5. B6, pardon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est comparer les mesures. Donc, la mesure de chacune des arêtes pour trouver le rapport de similitude. Est-ce que c'est 2 fois plus grand? C'est-tu 4 fois plus grand? En passant, ça ne donnera pas juste un nombre. Alors, si je les compare, le gros divisé par le petit, 4 à 8 B6 divisé par 2 à 5 B4, comme ceci, ben ça donne un rapport de similitude qui va être de 4 avec 2, 2. A8 avec A5, il va rester A3, et B6 avec B4, il va rester B2. C'est un peu weird quand même, j'avoue, là, c'est vraiment pour voir si tu connais tes lois des exposants. Puis un petit peu aussi le principe des figures qui sont semblables, ou des solides qui sont semblables en fait. Donc, on a un rapport de similitude, puis maintenant, on dit l'aire totale du petit, mettons, du solide A, c'est 12 A10 B16. OK, ça va être quoi l'aire de l'autre? Ben, pour trouver l'aire de l'autre, j'ai besoin du carré du rapport de similitude, donc du rapport des aires. Alors, je vais prendre ça ici, 2A3B2, à la 2. Donc, ça fait 2A3B2 fois 2A3B2. Bien, ça va donner 4A6B4. Ça, c'est le rapport des aires. Tout ce que j'ai à faire, après ce délire de nombres, c'est de prendre l'aire ici du solide A, puis de le multiplier par le rapport des aires, et je vais atterrir sur l'aire du solide B. Donc, c'est pas plus difficile que ça. Hey, est-ce qu'en blanc, ça marche? C'est joli en tout, hein, en plus. Donc, l'aire du solide B, ben, ça va être tout simplement l'aire du solide A, 12A10B16, multiplié par le rapport des aires, qui est de 4A6B4. Alors, ça va donner 12 fois 4, ce qui va donner 48. J'ai A10 avec A6, ça va donner A16. Et B16 avec B4, ça devrait donner bien sûr B20. Donc voilà, c'était
la question la plus abstraite et farfelue du monde entier. Absolument. Ici, ça sent l'histoire d'une droite, hein, sincèrement. Le montant que Philippe doit payer par rapport au graphics count. Quel est le montant d'heure pour... Ah, OK. Ça sent la comparaison. Donc, oui. C'est pas une droite, c'est deux droites. Parce que ici, pour Lucas, vous pouvez trouver la règle, Y Lucas, en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, vous allez trouver un taux de variation de 2. Alors, la règle ici, ça va être 2X plus 3. Je vais peut-être un petit peu vite. Est-ce que c'est vraiment 2X plus 3? Je vais peut-être aller vite. Je vais peut-être aller trop vite pour moi-même. C'est 2X plus 5. Donc, 2 fois 1 plus 5. 2 fois 3 plus 5. 2 fois 6 plus 5. Donc, j'ai la règle ici pour Lucas. Puis, vous pouvez également trouver la règle pour Philippe en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça va donner un taux de variation de 21 moins 12, ce qui fait 9, sur 12 moins 3, ce qui fait 9. Ça fait donc un taux de variation de 1. La règle, ça va être Y égale à 1x plus 9. Alors, on a trouvé les règles ici. Faites ça extrêmement rapidement. Et lorsque vous faites la comparaison, donc 2x plus 5 est égal à x plus 9, vous allez trouver le x du point de rencontre. En passant, là, ça va se rencontrer à un moment donné. Ça va donner 4 d'ailleurs. Donc, ça voudrait dire ça que ici, elle commence à 5. Mettons que je donne un petit aperçu. Et hop, on se rend compte quand x vaut 4. Et quand x vaut 4, y vaut 13. Que ce soit là ou que ce soit là, ça donne la même réponse. Donc, quand x vaut 4, après 4 heures, c'est le même prix. Voilà, après 4 heures. Je pense que c'est une question qui était quand même plus facile que les autres. Et finalement, la dernière question. Ha! Bon. OK. Un flacon, illustré ici, le flacon qu'il utilise est construit d'un tronc de cône. Et ensuite, on a mis un cylindre tout simplement dessus. OK. Alors, on va trouver le volume, tout simplement. Donc, le volume du gros cône, donc le volume du gros cône, moins le volume du petit cône. Plus, finalement, le volume d'un cylindre. J'espère que vous me suivez bien. Donc, le volume d'un gros cône moins le volume d'un petit cône plus le volume du cylindre. Donc, c'est vraiment ici le principe pour trouver la quantité d'eau ou de liquide qui va rentrer donc là-dedans. Allons-y rapidement. Le volume du gros cône, ça va être pi r de h sur 3. Le rayon ici, c'est 5. On le voit bien, 10 divisé par 2. Donc, pi r de h sur 3. Et la hauteur, c'est 15. Hein? Donc, pi fois 5 à la 2 fois 15 sur 3. Ça, c'est le volume. Tiens, on cherche le volume total en passant. Donc, le volume du gros cône, pi fois 5 à la 2 fois 15 sur 3, moins le volume du petit cône, le rayon va être de 3. Donc, ça fait pi fois 3 à la 2. La hauteur est de 9 sur 3. Plus le volume du cylindre, pi fois 3 à la 2 fois 9. Il n'y aura pas de sur 3, c'est uniquement pi fois r à la 2 fois h. Donc, je vous demanderai d'être un petit peu patient avec moi, genre à peu près 30 secondes. Pi fois 5 à la 2 fois 15 divisé par 3, moins pi fois 3 à la 2, ce qui fait 9 fois 9 divisé par 3, plus pi, finalement, fois ça ici. Donc, moi, ça me donne 562,35. 562,35. On est vraiment en centimètres, donc centimètres cubes. Ça fait également des millilitres. 562,35 millilitres. C'est la même chose. Oh! Et là, ici, on utilise 462,35 millilitres d'eau et il complète avec l'huile de roche. OK? Donc, finalement, pour trouver la quantité d'huile de roche, j'ai uniquement à faire 562 moins 462. Évidemment, ça va donner un beau nombre rond. Hein? Donc, pour l'huile de roche,
c'est tout simplement 562,35 moins la partie pour l'eau 462,35. Il va rester 100 millilitres. 100 millilitres. Parfait. Nous, on veut ça en décilitres. C'est donc bien compliqué. Ouais, des décilitres, dans le fond, c'est des décilitres, c'est plus gros, donc il m'en faut moins. Alors, ça fait 10 centilitres. Des centilitres, c'est plus grand, il m'en faut moins. Il m'en faut 10 fois moins, des centilitres. Puis des décilitres, encore 10 fois moins parce que c'est 10 fois plus gros qu'un centilitre. Donc, 1 décilitre, ça devrait être la bonne réponse. Elle est ici, on l'accueille et on l'applaudit. Wow! Toute une aventure, hein? C'était le corrigé de l'examen vert par Luc Allard. Bye tout le monde.